Bonjour à toutes, bonjour à tous, Sébastien Vive de Vive Foot Télé. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans l'émission Ouvre Tom Cœur. Voilà, donc je reçois aujourd'hui Mouradat Ers, pardon, journaliste à Football Club de Marseille. Donc merci Mourad Je d'être t'en venu. prie. Et on dit Mourad Arts, en fait. Tu t'avais Ah moins voilà, ton... Mourad, pardon, je fais pour la prononciation. J'ai jamais été bon en langue, hein, donc du coup, ça se voit. Excusez-moi un peu pour ma voix, je suis un petit peu enrhumé. Mais bon, c'est comme ça, j'ai pas le Covid, ça ne se transmet pas par la vidéo. Alors, je voulais aborder plusieurs thèmes avec toi, Mourad, pour avoir un petit peu un regard, toi, de journaliste qui est dans les arcanes de l'OM. Forcément, moi, je m'intéresse à l'OM, mais j'ai pas toutes les infos, peut-être que toi, tu as derrière, qui sont un petit peu cachées. Alors, je voulais déjà revenir sur la belle victoire de l'OM à Paris. Déjà, est-ce que tu es comme moi ou franchement, moi j'y croyais que à partir des arrêts de jeu, quoi. Comme chaque année, à chaque fois, on a toujours une désillusion. Ou alors cette année, tu sentais qu'avec les absents côté parisien, il y avait vraiment un coup à jouer, quoi. Ouais, il y avait un coup à jouer, mais je savais aussi qu'il fallait rester prudent et pas. Parce qu'il y a eu un peu un élan avant le match, genre, bah, on va les taper, c'est facile, ils ont plein d'absents. Et on a vu que c'était malgré tout pas si facile. J'étais intéressé et je pensais que c'était faisable cette année, parce que pour tout te dire, les années d'avant, j'avais aucun intérêt dans ce match. Je savais que, étant donné qu'ils allaient être à 300% et que le gap il était énorme, ça m'intéressait pas. Là, le gap il était déjà réduit. Même s'ils étaient à 300%, malgré tout, avec les joueurs qui étaient absents pour cause de Covid, ceux qui revenaient toujours, le gap était réduit. Donc il y avait un coup à faire. Et moi, j'ai commencé à vraiment y croire au moment où on marque, parce que les 30 premières minutes, je me dis, enfin, déjà, les 2 premières minutes, je me dis, ah, ça y est, c'est reparti, comme tous les ans, quand Mandanda il sort cette parade incroyable, et il y a une réclamation pour un potentiel penalty ou un truc du genre, et je me dis, franchement, je me suis dit, là c'est là où il faut vraiment tirer notre chapeau à Mandanda, parce que s'il sort pas cet arrêt, à mon avis, on vit la même chose que les années d'avant, peut-être un peu moins pire, mais du coup, à partir du moment où on a marqué, je me suis dit, OK, c'est bon, les planètes, elles sont alignées, cette fois-ci, on va le faire, parce qu'ils étaient affaiblis et parce que le vent était en notre faveur et parce que nos tauliers, ils étaient en mode grand match. Donc, moi, j'ai commencé à y croire. Donc, à partir, je pense qu'on marque à la 31e minute. À partir de ce moment-là, je me suis dit, on va le gagner ce match. Mais bon, voilà, Ah, carrément. parce qu'aussi, à partir de la 30e minute, tu peux te dire, OK, les joueurs, ils sont dedans, ils vont pas lâcher, ils répondent pas aux provocations. C'était les Parisiens qui semblaient être nerveux, pas nous. Donc c'est pour toutes ces raisons-là. Et puis encore une fois, parce que Mandanda, il sort cette parade incroyable au début du match et qu'on marque sur notre première occasion, je me suis dit, ça sent bon, mais j'étais stressé et je criais et j'étais pas, j'étais pas je me suis dit on va le gagner au fond de moi, mais j'avais quand même peur que voilà qu'il y ait une égalisation ou un truc clairement. Oui, mais voilà, enfin, moi je sais pas comme tu es. Bon, avant le match, enfin, à part effectivement cette année où c'est un peu particulier, on n'y croyait plus. Mais avant le match, j'y crois pas, effectivement. Et dès qu'il y a le coup de sifflet, bon, forcément, on y est dedans et on est à fond. Mais après, moi j'avais toujours en tête l'égalisation de Cavani qui fait mal, et même à la Talenta Bergame où ils ont marqué 2 buts en 2 minutes. Donc moi je m'étais dit, tant que c'est pas les arrêts de jeu, bon, il faut attendre. Et puis en plus, les arrêts de jeu, ils ont duré un peu diplôme, quoi. Donc, mais bon. Non mais Alors, j'avais ça fait quand même. Ouais, vas-y. j'avais un peu ça Vas-y. dans un coin de la tête, mais tout de même, tu voyais ils étaient pas à 300% et que nous, on était à 300%. Donc, tu vois, quand ils égalisent avec Cavani, ils ont toutes leurs armes offensives, il y a tout ce qui. Et bon, tu vas me dire, Neymar, il avait été expulsé, même. Enfin, là, je sentais que, tu vois, il fallait être ultra sérieux, mais que voilà, ils pétaient les plombs, ils n'étaient pas dans le match et que bon, je l'avais un peu dans un coin de la tête, mais disons que j'étais confiant. À partir de la 30e minute, hein, parce qu'avant, Oui, non, bien sûr, il vaut mieux. Mais de toute façon, ouais, contre Paris, il vaut mieux mener au score. Au moins, tu risques de, as moins de chances de perdre. Alors, du coup, c'est vrai que moi, je fais des lives souvent avec des supporters et souvent, il y en a qui disaient, voilà, dans ces matchs-là, il faut le côté guerrier, combattant. Enfin, moi, comme je te disais tout à l'heure en off, je suis tombé amoureux de l'OM dans les années 88, 89, au moment du début
de tapis. Et c'est vrai qu'il y avait des équipes qui n'avaient pas peur d'aller au combat. Bon, après, il y avait bien sûr des gros techniciens. Moi, je suis un fan de Dragan Stojkovic, voilà. Mais on sentait que quelque part, rien ne pourrait l'arriver, quoi. Rien que déjà dans le couloir des vestiaires, sur le terrain, il y avait des défis physiques. Enfin, tu sentais que bon, ils allaient tout donner, quoi. Et ces dernières années, on n'avait pas ça. Alors que cette année, ben là, vraiment, il y a tout eu, quoi. On a retrouvé une équipe combative. Ouais, ouais. Alors moi, je suis toujours un peu prudent avec tu vois, ces analyses un petit peu. Faut mettre les cojones et généralement, j'aime pas Oui, ça, évidemment. mais, mais pour un match comme ça. Bon, c'est pas entièrement faux. Quoi, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu, il faut en tout cas avoir une implication à 300% parce que là, tu es le petit au niveau de tes moyens actuels, hein, pas au niveau de ton histoire, mais tu es le petit et il faut aller chercher autre chose. Il faut un peu faire de l'Atlético de Simeone, quoi, grosso modo. Et c'est un peu ce que l'OM a fait. Et je sais pas si tu as vu. D'habitude, je déteste les séries qui sont faites sur les clubs de foot par Amazon, Netflix, etc. Parce que c'est là pour mettre en valeur le président et le directeur du marketing et t'entends pas Oui. parler de foot. Mais là, ils en ont fait une sur Tottenham et il se trouve que Tottenham a remplacé Pochettino par Mourinho. Donc Mourinho, tu l'as quelque part, c'est la star. Et Mourinho, dans cette série, il y a 9 épisodes, il dit au moins 15 fois don't be a nice guy, don't be a nice guy. Il n'arrête pas de les pousser et leur dire si vous êtes des gentils mecs, vous ne gagnerez pas. Et il faut arrêter d'être des gentils mecs. C'est limite cliché un petit peu, parce que je Oui. pense que quand tu es Tottenham et que tu joues contre Brighton, tu vois, il faut que tu sois plus qu'un méchant. Comme quand tu es l'OM et que tu joues contre Dijon, eh ben, il faut que tu sois aussi techniquement meilleur et que tu joues mieux. Mais quand tu es l'OM et que tu joues contre le PSG, eh ben, il faut ce truc-là. Je pense qu'il le faut quand même un petit peu voilà, pour aller chercher quelque chose d'autre que eux ne vont pas forcément avoir. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose au niveau de l'état d'esprit, au niveau de ce que les joueurs ont mis dans le match, de l'unité, dans ce truc de ne pas être des gentils. Et aussi, tu vois, il y a quelque chose parce que vraiment, tu as vu comme ils ont un petit peu vraiment provoqué Payet, mais à mort, Oui. quoi. Il a Ah oui. provoqué 3 cartons jaunes, quoi. Les tacles qu'il s'est pris et tout. Putain, mais Payet aurait pu péter les plombs 1000 fois. Il aurait pu mettre une claque à Neymar, tu vois, mettre un coup de pied à Di Maria le moment où il lui fait un tacle par derrière quand il est au sol et tout. Et Payet a répondu, mais il n'a pas fait de conneries, tu vois. Et ça, Ah c'est oui. don't be a nice guy, mais don't be stupid as well, tu vois. Donc Oui, parce que c'était Payet, énorme. il a déjà fait un match où il avait pris 4, quoi. Voilà, et on l'avait critiqué pour ça. Et là, mon Dieu, t'as vu, enfin vraiment, il a tellement ramassé que voilà, au niveau de l'état d'esprit, ils ont été très bons en effet, et c'est pas une surprise. Et ça, on le doit quand même beaucoup, beaucoup à Villas-Boas. Et moi, ça m'épate un petit peu ce qu'il fait dans un registre différent. Ah non, non, mais de toute façon, oui. Et puis même après, même au niveau de sa communication, il est très habile. En fin de match, oui, effectivement, il y a eu une petite insulte avec Tourelle, mais je l'aime bien, je le respecte. En même temps, il en met une quand même, donc c'est vrai qu'il sait y faire aussi. Mais bon. Voilà. Donc bon, écoute, c'est vrai que bon, on a mérité cette victoire. Et puis bon, enfin, moi, on en parlera tout à l'heure du jeu. Moi, je suis un adepte du beau jeu, et toi aussi, j'imagine, puisque tu aimes bien ça. Mais pour ce genre de match, tant qu'on n'a pas les moyens, enfin, si on les a un jour, évidemment, les moyens de Paris, bon, ben, on peut pas espérer du jeu. Enfin, c'est pas ça qu'on entend dans ce genre de match. On attend vraiment qui regarde droit dans les yeux les Parisiens, quoi. Donc, peu importe les commentaires après de l'équipe du soir, de RMC ou autre. Enfin, nous, on était contents de Ouais, ça, on a bah, gagné. il y a, il y a en effet, j'aurais préféré qu'on leur mette une danse en mettant des buts dans le jeu et en ayant, voilà, en ayant rien à dire. Après, on peut se dire aussi que grosso modo, Paris a 3 grosses occasions et qu'au final, l'OM met 2 buts, quoi. Donc, c'est plus que 2 grosses occasions. Mais voilà, comme tu dis, il y a un contexte. En fait, il y a des contextes à tout. C'est que moi, je veux que dans l'idéal, les équipes jouent bien. Je prends plus mon pied quand je vois une équipe qui produit du jeu. Mais ça faisait 9 ans qu'on n'avait pas battu le Paris Saint-Germain. 9 ans. Donc là, il y a quelque chose d'autre. Plus
toi, tu es André Villas-Boas et tu n'es pas quelqu'un qui a une idéologie du jeu vraiment très forte, etc. Donc, tu peux t'adapter à autre chose. Donc, en fait, tu vois, c'est acceptable. C'est un peu comme ça. C'est que temporairement, ce genre de match, c'est acceptable dans un contexte bien donné. Voilà, c'est ça. C'est que si tu as un contexte bien donné, c'est acceptable. Et si c'est bien fait aussi, parce que verrouiller, si tu verrouilles mal contre Paris, même contre un Paris affaibli, t'en prends 3. Donc, quand c'est bien fait et que tu peux trouver d'autres vertus là-dedans, eh ben tu prends. Donc voilà, moi je préfère que généralement au jour le jour tu joues bien, mais j'accepte que sur des matchs au contexte très particulier, eh ben tu verrouilles un peu tout ça et puis tu utilises d'autres ingrédients. Pourquoi pas? C'est acceptable pour moi et il faut pas être fermé à tout. On peut être ouvert au beau jeu et de temps en temps apprécier une victoire qui fait appel à d'autres valeurs. Tu vois, c'est ça. Ce qui est important, c'est de trouver quelque chose dans un match de foot. Là, on a eu des valeurs, on a eu des choses où tu vois, ce truc de Payet qui répond pas aux attaques, ce truc de Neymar qui est insupportable, mais on lui répond et on lui répond pas en faisant n'importe quoi. En tout cas, j'espère. On va sans doute en parler après, mais en tout cas, j'espère de tout mon cœur qu'il n'y a pas eu de débordement impardonnable. Mais voilà, tu vois, tu as trouvé d'autres choses et tu as trouvé une unité et ça fait aussi partie des valeurs du sport. Donc, ça c'est appréciable, tu vois, voilà. Mais après, le problème, c'est quand tu fais ça contre, voilà, sans leur porter atteinte. Hein, parce que, par exemple, je respecte beaucoup Oui, Brest, mais tu vois, Dijon ou Angers ou des plus petites équipes où là, tu aimerais voir ton équipe prendre les devants. ah oui, Et, clairement. mais sur ce match-là, franchement, ça faisait 9 ans qu'on n'avait pas gagné, on attendait ça comme des morts de faim. On se plaignait que l'équipe n'était jamais prête comment dire, à être supérieure à son adversaire au niveau psychologique. Ils l'ont fait, bravo. Franchement, je n'ai rien à redire là-dessus. Ouais, puis il y a l'intelligence tactique, parce que l'an dernier, André Villas-Boas d'entrée a voulu les presser très haut, faire le pressing. Bon, ça pouvait être intéressant comme jeu, mais derrière, on en prend 3 ou 4. Donc forcément, là d'ailleurs, je crois que c'est Rongier qui le disait, qu'on a retenu un peu les leçons de l'an dernier, et du coup, au bout au 20, je sais plus, on a fait un bloc bas justement pour éviter ces contres-là. Et bon, après, on a eu la chance évidemment d'ouvrir le score, parce que c'est pas la même si Après, tu es mené au score, mais il y a vraiment une réflexion, quoi. oui, oui, voilà. Et puis, il y a différentes manières de bien jouer au foot. Tu vois, contre Lens, par exemple, le match d'avant, Lens a quand même essayé de les presser haut. Et c'est comme ça qu'ils marquent leur but sur une erreur de leur gardien Boulka qui veut la donner à Verratti. Et il y a un pressing, récupération. Et les Lensois auraient pu aussi leur en mettre d'autres. Donc, il y a d'autres manières de gagner. Tu vois, moi, je ne pense pas que ce soit la seule. Mais après, encore une fois, contexte. Tu vois, il y a le contexte donné. C'est-à-dire que face à l'OM, le PSG ne joue pas comme face à Lens. Ils sont beaucoup plus concentrés. C'est un Ah match qui oui. est beaucoup plus important. Donc, ils vont jouer différemment. Donc, et puis, 9 ans sans gagner. Donc tu as peut-être joué un petit peu petit bras, mais en même temps, est-ce que c'est petit bras? Parce que si tu avais joué comme Lens, est-ce que là, en plus, contre Lens, il n'y avait pas Neymar et Di Maria, est-ce qu'il t'aurait pas puni derrière? Bon, voilà, dans tous les cas, étant donné le contexte, il fallait gagner. Et voilà, maintenant que c'est fait, très bien. On est pleinement satisfait. On Alors, verra par la alors, suite si on les bat. Tu vois, si on les bat 5 fois d'affilée, à un moment, on va dire ouais, maintenant il faut jouer. Tu vois, c'est ça. Mais pour le oui, non, moment, mais ça fait évidemment, 2 ans qu'on les avait pas battus. ça c'est Très clair. bien, on les a battus. Allez, on était tous satisfaits, même les plus fervents, même les plus fervents amoureux du beau jeu comme moi, comme toi. Donc, très bien. On prend, Ah on oui, déguste moi un c'est petit clair que peu et voilà, on profite quoi. voilà, on apprécie, c'est vrai qu'on apprécie la victoire aussi. Alors, bizarrement, moi tout le monde est un peu tombé sur Leonardo sur sa déclaration contre les arbitres, mais enfin, quand j'essaie d'être objectif, j'avoue que je pense comme lui, quoi. C'est qu'effectivement, je pense que, enfin, pas qu'il désignait les arbitres, hein, ça c'est pas ce que je veux dire, parce que Paris savent le faire, évidemment, mais plutôt un jeune expérimenté comme ça, comme arbitre, c'était peut-être pas bienvenu. Et puis après, il a quand même très très mal géré le match, quoi, parce que d'entrée, il met des cartons jaunes, on ne sait pas pourquoi. Le gars, il en prend un, bon, il n'a pas faute. Enfin, il y en a d'autres. Enfin, et après, les cartons rouges, c'est un peu. Enfin, à Benedetto, c'est risible. Plus, enfin, il n'y a pas que l'arbitre, il y a aussi la VAR, évidemment, puisque le but de Benedetto, enfin, il faut m'expliquer pourquoi il refuse. Et d'ailleurs, j'ai vu la déclaration de l'arbitre du VAR qui dit que ah, finalement, je suis allé trop vite et quand ça est repris, je voulais dire qu'il y avait but. C'est pas sérieux, quoi. Et donc après, les cartons rouges, après, les cartons rouges, ils sont mérités côté parisien, je dirais, mais
enfin, il a mal tenu le match, quoi. Je veux dire, de sortir les cartons jaunes directs, ça a quand même un petit peu échauffé tout le monde. Il n'en fallait pas plus, quoi. Quelle est ton analyse, toi? Bon, après, on en parlera du coup des conséquences de ce qui a été dit sur le Ouais, terrain. moi, j'aime pas beaucoup parler de l'arbitrage. Moi Enfin, non je suis plus, mais d'accord pour dire que voilà, l'arbitre a été mauvais. J'ai l'impression qu'on dit ça après tous les matchs. Voilà, qu'on se dit. plus ou moins. Franchement, j'ai fait le débrief sur FCM après le match contre Brest. Yacine, que je salue, était très remonté contre l'arbitre parce qu'il y avait aussi une main qui n'avait pas été sifflée. Il y a des Parisiens qui sont remontés aussi contre l'arbitre parce qu'ils disent qu'il y a des pénaltys qui n'ont pas été sifflés. Donc, je sais pas, j'ai pas envie de les accabler. Je pense que si on peut dire quelque chose, c'est qu'il faut changer l'arbitrage français. C'est-à-dire que l'arbitrage français, de manière générale. Là, ok, là, moi, ça m'intéresse d'en parler, de se dire pourquoi les arbitres ne viennent pas en zone mixte, expliquer, voilà, j'ai fait une erreur. Parce que moi, si quelqu'un me dit, j'ai fait une erreur et que je sens qu'il est désolé, bon, déjà, c'est plus acceptable. Là, on leur interdit de parler, les arbitres. On leur dit, vous n'avez pas le droit de parler. Oui, oui. Ensuite, il y a cette fameuse VAR, donc ça c'est un nouveau truc, c'est un nouveau truc qui devait tout résoudre selon les adeptes du beau jeu comme Rudy Garcia et de la justice, et qui résout rien du tout. Et maintenant on se plaint aussi sur le VAR. Donc là aussi, il faut, tu vois, je veux dire, j'ai pas envie de les accabler, mais par contre, si il y a un débat intéressant à faire sur tout ce qu'il faut réformer dans l'arbitrage français, ça m'intéresse. Ouais, ouais, ouais. Mais sur la VAR, tu vois, sur la VAR, ils nous ont montré après leur jeu, en fait, et sur l'action, là où ils montrent l'image, en fait, il n'y a pas hors-jeu, parce qu'on voit que Touré est derrière. Donc, comme il disait, je ne sais plus qui se disait ça sur un débrief, qui nous donne en fait la vidéo montrant en fait, soit il y a but, soit il n'y a pas but, soit il y a hors-jeu, soit il n'y a pas hors-jeu, enfin, qu'on ait des éléments, quoi. Qu'on ait des éléments, ok, ils nous montrent une action, on voit qu'il y a hors-jeu, qu'il n'y a pas hors-jeu. Enfin, évidemment, on peut toujours critiquer parce que ça dépend quand est-ce que, comme disait un, ça dépend quand est-ce qui déclenche le ralenti de la passe de Caleta-Char. Enfin, voilà, mais au moins qu'on ait des éléments, quoi. Enfin, tu Ouais, vois. et ce que tu dis, c'est intéressant. J'ai noté ça depuis l'arrivée. Je ne sais jamais si c'est Video Assistant Referee, donc je pense que ça doit être la VAR. Est-ce que tout le monde dit, On dit on la dit VAR, la ouais, pareil. Enfin, bon, c'est en anglais, ouais, donc. donc, depuis l'arrivée du VAR, du département, donc dans le football, à chaque fois qu'il y a une décision litigieuse, tu sais, es devant ta télé et tu as des gros plans sur l'arbitre, tu as des gros plans sur les joueurs, et toi, tu es en train de. Tu meurs d'envie de voir le ralenti. Tu dis, mais montre-moi le ralenti, qu'est-ce qui s'est passé? Et je ne sais C'est pas ça. pourquoi. Et ça m'intéresse s'il y a une consigne qui est donnée au réalisateur des matchs, tu vois, de dire attention, parce qu'il ne faut pas donner. Pourquoi tu montres l'arbitre qui est comme ça sur son oreillette et qui dit non, les joueurs, poussez-les. Ça n'a aucun intérêt. À ce moment-là, on veut voir ce qui se passe. Donc, ça m'interpelle réellement. Et Ouais, ensuite, bon, bah, je ne vais pas être très original, mais oui, en effet, il y a ce truc de l'utilisation de la VAR, à quel moment tu l'utilises, pour qui, comment. Oui, c'est vrai que c'est bizarre. Enfin, ce but refusé très rapidement, il est bizarre. Enfin, il y a plein de trucs qui sont assez bizarres, quoi. Enfin, surtout étant donné que quand il y a un truc qui décide de regarder, ça prend 10 minutes. Et c'est enfin, ça. Ouais. j'abuse, mais Oui, franchement, non, ça non, prend mais 4-5 minutes. Et 4-5 minutes où le réalisateur, il te montre l'arbitre comme ça. Ah, on s'en fout, quoi. Sans blague, non, je mais m'en fous. regarde, avant qu'il y ait la VAR au rugby, moi, je trouvais qu'ils avaient vraiment de l'avance. Ben, ils te montraient les actions, quoi. T'avais, pardon, Alors, je suis ouais. désolé. Hein. Il y a un hélicoptère qui passe à côté de chez moi. C'est qu'il y a la Timone Ah, pas loin. Donc, ah d'accord, ouais, oui, je connais. Ouais. j'espère que ça n'a Euh, pas fait trop de bruit. non, 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 je n'ai pas entendu. Oui, je disais qu'au rugby, en fait, ils te montrent l'action, l'arbitre, des fois, il communique avec les joueurs. Enfin, il y a une transparence. Pourquoi il n'y a pas de transparence? Il y a la VAR, ok, c'est la vidéo, ils vont montrer, ils ont 50 000 vidéos. Bon, mais c'est clair, on n'a pas à discuter. Bon, ils prennent quand même 3 minutes pour regarder qu'il n'est pas hors-jeu, mais c'est tout, quoi. Mais je veux dire, s'il y avait cette transparence, il n'y aurait qu'un souci. Voilà, voilà, ce que tu expliques aussi, c'est changer tout le système quoi, de l'arbitrage. Ah C'est-à-dire oui, mais d'accord. c'est-à-dire que les arbitres parlent aux joueurs, c'est-à-dire que tu as les images en direct, c'est-à-dire que tu comprennes ce dont ils sont en train de parler. Donc, c'est des choses qui feraient qu'ils seraient peut-être moins pris en grippe. Et ça, malheureusement, c'est pas de leur ressort, quoi. Ça, c'est du ressort
de la FFF et aussi de la LFP, de l'arbitrage national, etc. Ça, c'est ces commissions-là qui sont engoncées. On en a beaucoup dans le football français et je sais pas pourquoi, parce qu'ils n'aident pas du tout l'arbitrage, quoi. Ils n'aident pas les arbitres du tout à mieux faire leur boulot. Donc, moi, je pense qu'il y a une impulsion qui devrait venir de ces gens-là pour qu'on change tout l'arbitrage français. Enfin, qu'on le réforme, voilà. Et après, on s'en plaindra toujours parce que c'est la Non, nature après, il y a qui des s'en erreurs perd. humaines, c'est normal. C'est pas... Mais au moins, il y aura moins de choses à dire, tu vois. Si on est un peu de bonne foi, on dira, bon, ben voilà, il a dit ça, je suis pas d'accord avec lui, basta, on passe à la suite. Mais je suis d'accord, il faut vraiment, enfin, il faudrait que les instances se bougent et proposent une meilleure utilisation de l'arbitrage généralement, quoi, dans tout. Alors après, ben, forcément, on est obligé de parler des incidents qu'il y a eu ou des soi-disant incidents. Alors, bon, ce qui est sûr, ce qu'on sait maintenant, c'est que Di Maria, qui avait le Covid, qui crache sur un adversaire, bon, a priori, c'est assez grave quand même, puisqu'on nous parle chaque jour, on a les médias qui nous martèlent tout ça. Et donc là, a priori, il va prendre cher, enfin, parce que j'ai un peu d'ironie quand je dis ça, évidemment. Et après, bon, il y a des insultes dans un match, malheureusement, hein, c'est ça, c'est de tout temps. Il y a Materazzi, mais il n'y a pas que lui. Hein. Alors après, évidemment, quelles insultes, Neymar apparemment il a insulté tout le match. Alvaro, bon, il a sûrement dû insulter Neymar aussi, évidemment, c'est un jeu de provocateur. Mais après on ne sait pas s'il y a vraiment eu une insulte raciste ou alors si c'est un petit peu comme il y a quelques théories où effectivement Di Maria Neymar a vu qu'il avait craché, donc il fallait un petit peu trouver une parade pour pas en parler. C'est pas évident à savoir, quoi, en fait. Surtout qu'il n'y a pas eu de vidéo prouvant pour Alvaro, quoi. Ouais, moi, je suis très Mais il y a quand même embêté. il y a propos homophobes de Neymar, ça par contre, ça a été vérifié. Je suis très embêté par cette histoire parce que le racisme, c'est pour moi impardonnable. Et clairement, si on avait une preuve claire Ah oui, de moi je suis pareil. Hein. Alvaro, c'est voilà, impardonnable, il n'y a pas d'excuse, rien du tout. Parce que je vois maintenant que ça tourne sur les réseaux sociaux aux supporters parisiens en train de faire de la lecture labiale et d'expliquer, bah voilà, vous voyez, c'est raciste et vous, les supporters marseillais, vous ne reconnaissez pas. Et les supporters marseillais de dire, enfin, le racisme, si c'est avéré, c'est impardonnable. Je m'en fous que ce soit Alvaro ou que ce soit un joueur de mon équipe, c'est impardonnable. Point. Le problème, c'est que pour le moment, il n'y en a pas. Il n'y a pas de preuve. Donc quand tu n'as pas de preuve et que c'est une accusation très grave et que les images sont décortiquées par le monde entier, parce que là, on en est au monde entier. À chaque fois que j'ouvre Twitter, je vois un média d'un nouveau pays qui a décortiqué les images. On a Oui, eu il y a le bien une Brésil, Qatari, mais la France, ça va de partout. Donc, en fait, si insulte raciste il y a eu, elle est difficile à prouver. Donc, et ça m'embête. Ça m'embête vraiment parce que je préfère qu'il n'y ait pas de doute. S'il a dit une insulte raciste, je veux le savoir parce que je ne l'accepte pas pour mon club et que ça me ferait vraiment mal. Tu vois, voilà. Après, c'est pas Mourad Arts qui va faire la loi et si Jacques-Henri Hérault décide de le garder. Mais au moins, tu vois, voilà, j'arrête de défendre Alvaro total. C'est clair et net s'il y a insulte raciste. Parce que quand les supporters parisiens disent ouais machin vous défendez un raciste, non on ne défend pas un raciste puisque si je suis à peu près persuadé que 80 à 90% des supporters marseillais voire plus, si c'est prouvé, ils vont vraiment en vouloir à Alvaro très fort. Donc c'est pas ça. Ce qu'on dit c'est où est la preuve et forcément il y a un biais parce que c'est Neymar qui accuse et que Neymar est insupportable. Il est insupportable pendant le match, il a été insupportable, il a ce syndrome de l'enfant star un petit peu et je décide de tout ce que je fais. Donc c'est très difficile. Et par contre, voilà, tu vois, je devrais pas dire ça parce que c'est aussi la défense souvent la défense des racistes pour dire oui machin, c'est de blâmer la victime. Donc je veux pas le blâmer, mais clairement, je veux la preuve. Voilà, c'est ça, je veux la preuve. Et s'il y a preuve, zéro excuse pour Alvaro, c'est clair, c'est net. Pour le moment, je ne trouve pas la preuve. Et par contre, il y a la preuve d'autre chose. Et là aussi, j'aimerais qu'il n'y ait pas d'excuse parce que, comme tu dis, un crachat en période de Covid, c'est pas anodin. Déjà, un crachat en période de non-Covid, c'est pas anodin. Mais là, en période de Covid, c'est encore moins anodin. Donc ça aussi, il faut que ce soit sanctionné. Et après, je veux la preuve. Moi, je veux être fixé. Voilà, j'en ai marre d'être dans ce doute où est-ce qu'il a dit, est-ce qu'il n'a pas dit. Non, moi, je veux savoir. Voilà, je veux savoir. Et si personne n'est en mesure de m'apporter ça,
ben voilà, je vais me dire, ben voilà, Oui, mais Neymar. après, tu sais, oui, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, après, tu sais comment c'est, hein, Neymar, il chambre aussi, donc il peut très bien dire ça, alors que c'est pas vrai. Hein, enfin, en tout cas, il l'a déjà Ouais, fait. Enfin, on l'a déjà fait contre lui. Donc bon, moi, ça m'étonnerait pas non plus qu'il ouais, fasse ouais, ça voilà, mais du chambrage. Hein. c'est ce que je commençais à dire, mais j'ai pas envie qu'on aille trop dans ce truc-là Non, parce oui, que non, mais c'est un peu. j'entends ce que tu dis, j'entends ce que tu dis, mais après, moi, surtout ce que j'ai peur dans cette affaire, c'est que comme c'était le cas avec Lyon, qu'ils avaient des faveurs de la commission de discipline, on se rappelle OM Lyon, où ils avaient eu très peu, où un joueur aussi, un autre match, il pousse l'arbitre, et finalement, il a rien eu, quoi. Et est-ce que, comme là, il y a vraiment un lobbying maintenant qui s'est qatari, où ils arrivent à déplacer le match de Lens, on ne sait pas pourquoi. Voilà, est-ce qu'il finalement, à ma vie, il va avoir le même sanction que Kurzawa et puis Di Maria, a priori, ce que j'ai vu un petit peu fuiter, a priori, ils vont mettre que 2 matchs conservatoires et on jugera après. Et quand ça sera calme, peut-être il en prendra moins, quoi. Donc ça fait un peu peur cette puissance, quoi. C'est clair, c'est clair. Après, Alors il y a la brune, peut-être on va être sauvé par la brune. Non, je plaisante. ouais, on va aller doucement avec ça parce que c'est la Oui, c'est brune, clair, quoi. c'est clair. Je sais pas. En fait, c'est un sujet tellement sérieux, le racisme, que j'ai pas envie de. Oui, non, on J'ai pourra vraiment faire une pas envie émission de dire de spéciale. conneries. C'est pas que sur ça, bien sûr. Voilà, non, non, mais c'est surtout que j'ai vraiment pas envie de dire de conneries. J'ai pas envie de défendre Alvaro aveuglement. J'ai pas envie d'accuser Neymar, même si mon biais de supporter et même si mon biais même d'amoureux du foot, tu vois, quand tu regardes la Coupe Hmm. du Monde et que tu le vois jouer, t'as envie de le détester, quoi. C'est pas Ah oui, possible. ça c'est clair, il Mais, est mais insupportable. Après, bon, c'est vrai qu'il est bon aussi, hein, ça. ça, il faudrait pas que ça rentre en compte, tu vois. Ça devrait pas rentrer en ligne de compte. Ce qui devrait rentrer en ligne de compte, c'est il a accusé, où sont les Oui, preuves? S'il y a des c'est ça. preuves, et ben voilà, qu'on le blâme. S'il n'y a pas de preuves et s'il a menti, qu'on aille au bout de cette affaire et qu'on lui fasse dire, voilà, j'ai menti. Et moi, je respirerais mieux une fois que c'était ça. Mais en tout cas, c'est un sujet très sérieux. Et voilà, je sais pas quoi dire si ce n'est c'est un sujet très sérieux et je veux des preuves tangibles. Voilà. Oui, Tant oui, qu'il non, n'y en a bien sûr, pas, on on peut que l'enverra de toute disserter façon. sur un Oui, truc. non, on peut pas, bien sûr. Alors, Après, tu as on va raison. ouais. Et il y a d'autres choses aussi sur Neymar, sur sa puissance sur les réseaux sociaux. Tu vois que le gouvernement brésilien se positionne alors qu'il n'y a pas encore eu de preuves. Quand tu vois que le numéro d'Alvaro a été leaké alors qu'il n'y a pas encore eu de preuves. Bref, quand tu vois tout ça, ça fait un petit peu peur. Donc voilà, donnez-moi des Après, preuves ouais. que je sois fixé quoi là-dessus. Ouais. Après, de manière générale, c'est vrai qu'il y a une violence sur les réseaux sociaux qui est assez extraordinaire. On va changer tout. Tu parlais tout à l'heure de jeu, effectivement, de Bielsa. Donc, voilà, je te remercie pour le livre, ouais, je l'ai lu, de Bielsa. Moi aussi, j'ai adoré. Alors, moi, effectivement, je suis amoureux de beaux jeux. Ça remonte à mon amour de l'OM de 1988-89 avec Gérard Gilly à l'époque qui faisait du jeu. Alors, évidemment, il avait des joueurs pour. Mais bon, malgré tout, il y avait quand même un jeu extraordinaire. Et même si j'adore Raymond Goethals, il y avait quand même beaucoup moins de jeux. Avec Raymond Goethals, c'était plus l'efficacité. Alors, c'est vrai que Bielsa est arrivé. Il a un petit peu tout. Pardon. Il a un peu tout. Enfin, tout révolutionné, quoi, parce que c'est vrai qu'on a vu. Ça part de partout. Tu sais, dans un match, il y a un but. On n'a qu'à voir Liverpool-Leeds, c'est parti. Qu'est-ce que toi qui t'a passionné là-dedans? Est-ce que c'est un peu comme nous, les amoureux là, du beau jeu, ou c'est cette enfin, est-ce que tu étais comme un peu beaucoup de supporters déjà amoureux avant, même si on ne le connaissait pas forcément, mais en fait d'avoir étudié ces passages à l'Athletic Bilbao, etc., etc., quoi. Sincèrement, j'en connaissais assez peu sur Bielsa avant qu'il arrive à l'OM. Il se trouve que l'année précédente, j'ai fait un long voyage en Argentine. Enfin, un long voyage 3 mois, parce que tu as le droit de rester 3 mois sans visa en Argentine. Mm. Et donc, j'ai beaucoup parlé football, j'étais dans beaucoup de stades, etc. C'est un pays fabuleux. Et on m'a beaucoup parlé de Bielsa. Et puis après, il y avait des rumeurs de son arrivée, tout ça. Mais Bielsa, je découvre vraiment ce que c'est quand il arrive à l'OM réellement. Et bien sûr qu'il y a un a priori positif, comme on parlait d'a priori négatif concernant Neymar. Concernant Bielsa, on te dit, voilà, El Loco, tout ça. Et il y avait un très fort a priori positif et se trouve qu'il se confirme et qu'en fait, tu es emporté dans un tourbillon. C'est un sentiment, quoi. C'est un truc que tous ceux qui ont vécu cette saison se souviennent d'être pris par un tourbillon. C'était la fête. Le match de football, c'était la fête. C'était
extraordinaire. Et moi, j'étais entre Kiev et Marseille, donc à chaque fois que je revenais à Marseille, j'allais au stade. Et quand j'étais à Kiev, je me souviens quand il y avait un match, mais putain, tu sais, t'allais acheter des chips et des bières et tu te mettais devant comme si c'était le meilleur moment de ta semaine, quoi. Ah oui, Ça doit être ça. c'est un spectacle, un vrai spectacle, un show, quoi. Et c'est ça, le foot, c'est que ça devrait être ça, en fait. C'est que c'est le meilleur moment de ta semaine, normalement. Tu t'assois, c'est le meilleur moment de ta semaine. Et puis, il y a ce sentiment aussi, tu vois, c'est ce que je dis tout le temps, et quelqu'un qui me l'a redit ce matin sur les réseaux sociaux, mais quand tu es avec Bielsa, en fait, tu sais que tu es du côté des gentils. Tu vois, c'est presque, c'est un film Marvel. Tu sais qui sont les gentils, qui sont les méchants. Toi, tu arrives avec ton beau jeu, tu arrives avec, tu vas vouloir jouer de cette manière-là. Oui, on sait comment tu vas jouer, on peut te contrer, etc. Mais tu sais que tu es du côté des gentils. Tu sais que tu es du côté du beau jeu. Et je sais pas, c'était un truc, c'était vraiment un sentiment en fait, c'était un sentiment ultra puissant. Et un autre truc que je dis souvent, c'est Sarah qui dans le livre, une supportrice donc de l'OM, qui dit en fait Bielsa m'a donné ce dont je ne savais même pas que j'étais en droit d'attendre du football. Et c'est ça en fait, c'est que moi aussi jusque-là, bon bah voilà, le football c'était gagné. Elle me dit oui, bah, pour moi voilà, c'était l'OM de Deschamps, un petit peu tout ça. Et là d'un seul coup, tu vois, tu dis, ah ouais, je peux demander ça à mon équipe. En fait, à mon équipe, je peux lui demander de jouer comme ça. Je peux lui demander d'aller sur n'importe quel terrain et d'imposer et pas de subir. Et quand elle m'a dit ça, c'est vrai que ça me fait, ah ouais, c'est ça quand même. C'est ça le truc. Donc, ouais, Bielsa, c'était un sentiment et c'est aussi quelque chose qui a changé ma vision du foot. Du coup, tout le reste, maintenant, je l'évalue avec ce standard-là. C'est-à-dire que je dis, tu vois, je sais que ça, c'est possible. Je sais que ça, tu peux le faire. Je sais que tu peux rendre les gens heureux de cette manière-là, que tu n'as pas besoin de te cacher toujours, de dire oui, machin, c'est pas possible. Non, je sais que c'est faisable. Donc, il m'a donné une nouvelle naissance au football, quoi. Enfin, c'est un truc incroyable. Et forcément, je sais que beaucoup de monde va dire, oui, bah, c'est trop, peut-être, oui, c'est peut-être trop, mais après, vous n'allez pas m'empêcher d'être heureux, quoi. Est-ce que tu veux que je Ouais, te non, mais dise? puis c'est la vraie passion, effectivement, c'est la vraie passion du foot. Moi, je sais, bon, évidemment, j'étais dans le foot depuis tout le temps, hein, puisque mon père et mon grand-père jouaient au foot et m'ont amené petit au stadium. Bon, j'ai pas été passionné par Toulouse, mais bon, malgré tout, voilà. Et après, moi, mes premiers souvenirs, ça a été 1982-1986 avec l'équipe de France, tu vois. Donc là, il y avait vraiment du jeu, avec Michel Hidalgo, c'était quelque chose, quoi. Et donc ça, Quatre ce numéros 10. côté, hein, oui. Hidalgo, c'était 4 numéros 10 sur le 4 terrain, numéros quoi. 10. Et puis d'ailleurs, c'est pour ça que depuis ce temps-là, moi j'adore les numéros 10. Donc je t'ai parlé de Dragan Stojkovic tout à l'heure, mais les Roberto Baggio, les Gianfranco Zola, Michel Platini, enfin, Zidane évidemment, et d'autres. Et voilà, moi j'ai toujours cet amour du jeu. Et c'est vrai que quand Bielsa est arrivé, enfin moi, peut-être, du coup, je suis un peu plus âgé, donc c'est un peu normal. Mais du coup, je savais que c'était possible, tu vois, ce genre de jeu. Bon, Guéret, bon, c'était pas du Bielsa, évidemment, mais il y avait quand même un petit peu de jeu. Gérard Gilly, je t'invite à voir des matchs avec lui, c'était extraordinaire. Et voilà, mais c'est vrai qu'il nous a fait rêver. Puis après, il y avait cette passion autour. Et même moi, je suis assez mesuré, en fait, a priori. Mais un match, moi, je suis comme tout, je suis passionné. Et je chantais tout seul, Bielsa no se va, quoi. Tu vois, c'était vraiment, il fallait qu'il reste, quoi. Par contre, peut-être à la différence de toi, euh, je suis quand même assez déçu, quoi, de son départ, quoi. Alors, évidemment, Margarita Dreyfus et la Brune lui ont peut-être fait l'envers, c'est possible. Mais bon, malgré tout, moi, je l'ai encore un petit peu mauvaise quand même, tu vois, qu'il soit parti comme ça en perte et fracas, et puis qu'on n'ait pas gagné quand même quelque chose à la fin. Je suis pas mitigé, je suis toujours, tu vois, pro Bielsa pour ce jeu, mais j'ai quand même un petit goût d'inachevé, quoi. Ah ouais, mais ça, c'est tous les supporters l'ont mal vécu, quoi. En fait, tu vois, je pense que si il y a certains qui disent un peu ah, Bielsa, maintenant, c'est à cause de ça. C'est parce que c'était pour ça aussi, j'en parle beaucoup dans le livre. C'était comme une rupture amoureuse, quoi. C'était comme de se Mais c'est faire ça, c'est larguer. ça. Et c'était horrible. Et enfin, moi, je l'ai très mal vécu le moment où il part. Je suis c'était horrible, quoi. C'était la fin d'un monde pour moi. C'était très très dur. Donc non, non. Et je sais qu'il y a beaucoup de supporters marseillais qui ont mal vécu ça aussi et qui, tu vois, il y a Gianni qui est un supporter récurrent dans le livre et qui, tu vois, il me dit ouais, moi Bielsa, je suis un peu anti Bielsa. Et puis après, pendant tout le livre, quand il parle, il dit putain, c'était le feu, ça j'ai trop aimé, là j'ai trop aimé. Et puis en fait, Ouais. à la fin, quand on parle du départ, il dit mais là quand même, c'est ça en fait. Et puis en fait, c'est pour ça Oui, maintenant que je dis c'est que sûr.
c'est à cause de ça, c'est à cause de son départ. Il dit, ouais, il y a un peu de ça, et puis après, ouais, il y a 70% de ça. Et bien, oui, oui, si c'est Eli Bob qui part le 8 août, le 5 août, je m'en fous, tu vois. Je lui dis, bon, bah, allez, à la prochaine, Eli, on s'en fout. Mais Mm. là, ça a fait souffrir. Mais c'est ça le truc avec Bielsa, c'est que il crée un espoir, il crée un amour, un truc qui fait que ça crée une relation tellement forte qu'après, ben, quand l'espoir il est déçu sur le terrain, c'est vraiment dur et que l'amour, quand la relation elle se termine, c'est tellement dur quoi. C'est qu'il crée un truc tellement fort qu'après bah, ça crée des déchirures tellement fortes quoi. C'est de l'amour, c'est ça. Ouais, c'est l'amour. Et puis aussi, il y a aussi la période qui fait que à cette époque-là, ben, l'OM, c'était la cata. C'était mal géré. Bon, ça rappelle une autre époque récente, celle-là, quoi. Et du coup, c'est vrai que, clac, Bielsa est arrivé. Bon, c'était un peu un pare-feu pour la Brune. Et donc, du coup, ça a marché. Du coup, il y a eu les caméras sur Bielsa. Tout allait bien, tant mieux. Mais effectivement, du coup, après, quand c'était terminé, on est revenu à ce qui était avant. Et là, c'est un petit peu le cas actuellement avec André Villas-Boas. Enfin, tu vois, évidemment, toute proportion gardée, c'est pas le même jeu, mais enfin, tous les supporters marseillais, là, on est quasiment unanime pour dire que ce coach-là, depuis Deschamps, on n'a pas eu mieux, quoi. Et, tant au niveau tactique, que communication, que cohésion d'équipe, que résultat, que tout et tout, quoi. Et là, ça marche à peu près. Donc, on a toujours derrière, je ne sais pas comme toi, mais on a toujours l'espoir que le club soit revendu parce que McCourt, on n'en peut plus. Mais ça tient parce que André Villas-Boas est là. Mais si jamais il part, ça risque de faire mal, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, ça renforce. Tu vois, moi, mon idée, c'est qu'il faut arrêter de croire dans les présidents, les directeurs. Enfin, tu vois, les présidents, c'est des mecs qui sont là pour d'autres raisons que la passion, que le football, et que ce qui est important, c'est surtout les entraîneurs. Tu vois, c'est ça qui est important, et c'est que quand tu as un bon entraîneur, et ben d'un seul coup, ta vie, elle est, tu vois, tu prends goût à regarder ton équipe parce que finalement c'est ça un club de foot, c'est une équipe et donc et la personne qui l'a défini cette équipe, c'est l'entraîneur, c'est le capitaine du bateau et voilà, c'est ça l'OM actuel, c'est Villas-Boas, la victoire à Paris, c'est Villas-Boas. Bien sûr qu'on peut dire oui, non, c'est vrai qu'il y a aussi des joueurs qui sont arrivés grâce à la cellule de recrutement, c'est un tout ça, oui, très bien. Sauf que la cellule de recrutement, après, avant, quand tu n'avais pas le bon entraîneur, eh ben, la cellule de recrutement, tu l'écoutais pas, et puis donc ça se passait pas très bien. Oui, Et oui, puis Rongier, ça fait 75 ans que Zubizarreta il le voulait, et puis c'est il était pas ça. là. Donc vraiment, en fait, quand tu as le bon entraîneur, ça change tout. Et moi, je regarde les équipes de foot maintenant pour les entraîneurs, en fait, c'est ça. Et l'OM, la seule manière où je peux me dire, bah, ça peut bien tourner, c'est s'il y a un bon entraîneur. Donc, en effet, Villas-Boas, quand il a failli partir cet été, j'ai eu très peur. C'est vrai que j'ai eu très peur parce que là, sinon, ça aurait été très très difficile cette saison, c'est clair et net. Ah, ça, c'est sûr. Euh, je voulais juste parler en fait de ton travail à FCM parce que toi, tu es un petit peu celui qui recherche, hein, enfin, qui fait de l'investigation. Et souvent, hein, c'est un peu comme ça qu'on le voit. Il en faut, c'est très bien. Et du coup, je voulais que tu nous parles un petit peu bah, déjà du fair play financier. Alors, en quelques mots, hein, on va pas faire un quart d'heure sur ça, non, mais en gros, par rapport aux nouveaux éléments qu'on a, hein, pas refaire l'histoire comme tu as déjà fait dans les vidéos que j'ai remarqué qui est très bien, mais par rapport en fait, comment dire, avec McCourt, soi-disant, il avait l'obligation de vendre pour 60 millions d'euros. Et là, visiblement, il aurait dit on peut repousser à janvier, à juin. Et dans le même temps, il dit on fait du trading. Et puis, donc, OK, on prend Gay, on prend Balerdi. Mais de l'autre côté, on prend Nakatomo, quoi. Et on fait aussi prolonger Payet et Mandanda. Alors certes, pour la fidélité, ça, il n'y a pas photo, ils aiment le club, ça on le sait, mais c'est surtout pour baisser leur salaire, on a bien compris, pour l'étaler, et puis du coup pour baisser la masse salariale, quoi. Donc avec tout ça, et puis évidemment, depuis, il y a eu Manchester City qui a un peu fait exploser tout ça. Donc du coup, toi, comment tu l'analyses maintenant? Est-ce que effectivement, on doit toujours vendre pour 60 millions d'euros, mais du coup, a priori, à la fin de l'année prochaine, fin de la saison, quoi qu'il arrive, puisque avec le Covid, ils ont repoussé de l'an. Mais est-ce que c'est pas un peu dangereux tout ça? Parce que, ok, peut vendre peut-être qu'à l'état de char Camara très cher, mais s'ils font une Ligue des Champions mauvaise, ça va peut-être pas les rendre très bankable. Enfin, bankable, oui, mais disons d'augmenter la valeur Ouais, l'actif, du quoi. club. Alors, comment tu vois tout ça, en fait?
il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc déjà, les 60 millions dont on parlait, c'était par rapport à l'ancien accord de règlement qui a volé en éclats cet été. Et on a dit, bon, bah, c'est bon, maintenant ils sont libérés de l'accord de règlement, on les a punis par un tel, un tel et un tel. Donc je sais, j'ai plus les montants exacts, mais il y a une amende fixe et puis ensuite 1 million, je crois, oui. voilà, et puis une ponction aussi sur les recettes. Et ça, c'est assez important hein, parce qu'on on s'en rend pas compte, mais ça va faire, ça va faire quand même pas mal. Ça peut faire plusieurs dizaines de millions sur les années sur lesquelles ça s'étale. Et après, en fait, le truc, c'est que donc ces 60 millions dont on parlait, c'est par rapport à un déficit qu'on estimait qui allait être d'un certain ampleur et pour réduire ce déficit pour le fair play financier. Alors le fair play financier a dit oui ça va Covid et tout, on fait sauter l'accord de règlement et on vous punit comme ça comme ça comme ça. Donc techniquement tu n'es plus dans l'obligation de vendre, tu vois, comme tu l'étais avant, c'est-à-dire poussé par l'UEFA, par un organe officiel. Et la DNCG, on leur a dit regardez la trésorerie ça va à peu près et puis en plus ma courte il va remettre un peu d'argent, il semble que c'est octobre ou novembre, quelque chose comme ça. Donc logiquement ça va. Sauf que non, ça ne va pas en fait, parce que c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on se focalise là-dessus. Mais le problème, c'est que l'OM, je le répète tout le temps et je dois faire chier les gens, mais il faut le dire clairement, tu vois, c'est l'OM. L'OM génère beaucoup moins d'argent qu'il n'en dépense. Donc, tu as toujours ces dépenses. Et tu as ces dépenses t'as ces trous qui commencent à s'accumuler. C'est-à-dire que ces trous-là, bah, tu vas toujours les avoir. La saison dernière, c'était catastrophique à ce niveau-là. On parle de plus de 100 millions d'euros de déficit. C'est un déficit budgétaire. C'est pas de la trésorerie. C'est un peu différent pour ceux qui voient aussi une éventuelle faillite, etc. C'est un peu différent. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais en l'état, l'OM a toujours réussi à avoir une trésorerie à peu près acceptable. Donc, même si. Et bref, donc tu as toujours ce truc où en fait, eh ben, il faut que tu trouves de l'argent, tu vois. Et ça, tu l'as. Et tes fonds propres, ils commencent à être misérables maintenant parce que tes fonds propres, ils ont été dilapidés ces dernières années. Donc, il va falloir les reconstituer d'une manière. Donc, ce supplément, il n'est plus forcé par une institution, mais quelque part, tu as toujours besoin d'argent, en fait. C'est ça le truc. C'est que c'est pas, c'est bon, maintenant on est bien, maintenant on va pouvoir dépenser plein d'argent. C'est que tu en as toujours besoin, parce que ton niveau de dépense, c'est-à-dire ta masse salariale, c'est-à-dire ton accord pour avoir l'exploitation du stade Vélodrome, tout ce genre de choses, ça te revient très très cher. Donc, à la limite, cette année, je pense que ça va être difficile parce que finalement, il va y avoir des dotations un peu moins fortes sur beaucoup de choses et tu vas perdre beaucoup à la billetterie. Mais limite, tu pourrais peut-être réussir à avoir un équilibre budgétaire. Mais il faut absolument que l'an prochain, tu sois encore en Ligue des Champions. Et je parle d'un équilibre budgétaire et donc pas de profit. Et donc pas de profit, c'est-à-dire qu'il va toujours rester le problème de comment on finance nos déficits et nos reports à nouveau qui arrivaient sur les années précédentes, etc. Donc tu vas toujours avoir ce truc-là, même s'il y a beaucoup de points d'interrogation, tu vois, on me dit souvent, oui, Mourad, tu parles trop, mais en fait, si tu veux parler de finance, tu vois, il faut parler trop, parce que si tu peux pas faire un point Non, mais j'entends, ouais, moi je suis d'accord avec toi, effectivement. Après, ouais. Tu as plein de points d'interrogation partout, en fait, dans les trucs de l'OM. Le B à bas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est grosso modo, tu dépenses plus que tu gagnes. Cette année, grâce aux dotations de la Ligue des Champions et grâce aux nouveaux droits télé, tu vas peut-être arriver à un certain équilibre parce qu'en plus, tu as réussi à réduire un peu ta masse salariale. Ouais. Donc, tu vas peut-être arriver à un certain équilibre. Mais si tu n'es pas en Ligue des Champions l'an prochain, tout s'écroule et tu vas revenir parce que tes dépenses, elles seront toujours là et tu vas revenir à un truc très faible. Donc, il faut. Mais est-ce que du coup, Ouais, mais est-ce que le fair play financier, du coup, il n'explose pas, ils disent pas qu'il est explosé quand même complètement. Donc, du coup, l'actionnaire, il ne peut pas mettre de l'argent comme il voudrait. A priori, il y a quand même toujours ce contrôle, quoi. Donc, oui, si c'est le cas, ouais, juste termine. Si c'est le cas, moi, j'avoue que je ne comprends pas trop la stratégie de ma courte, ou alors peut-être je la comprends, mais là, c'est un petit peu du fantasme, où effectivement, il ferait un peu comme Ciccolini et La Brune en 2016, où effectivement on ne dépense rien, on fait des prêts, ou alors des prêts, mais
option d'achat 15 millions, on verra plus tard, c'est dans un an, des joueurs libres. On ne vend rien puisque du coup l'actif du club est important. Finalement, on nous la joue à la mer et peut-être qu'en 2021, le club va être vendu, quoi. Tu vois, ce serait objectif parce que sinon, je vois pas. S'il peut pas mettre de l'argent, comment il va faire, quoi, concrètement, à part effectivement la Ligue des Champions. Mais bon, malgré tout, les trous, ils y sont quand même, quoi. Bah, ouais, ou en fait, ça, Est-ce que c'est volontaire ou pas, tu vois, d'après toi? Tu vois, est-ce que c'est tout ça? bah, c'est forcé par les événements. C'est-à-dire que tu te dis, OK, en fait, d'investir comme ça, parce que le mec, il a déjà mis plus de 300 millions d'euros dans le club. Il n'a pas une fortune qui est celle d'autres, ni du Qatar, ni de Margarita Louis-Dreyfus. Il est bien moins riche que ça. Donc, en fait, je pense que déjà, il a des limites personnelles à son investissement. Et ensuite, il se dit, OK, donc la stratégie qu'on a eue au départ, on arrive tout juste en Ligue des Champions, mais grosso modo, on n'a rien eu. On est à l'agonie tous les ans. Donc, il faut qu'on en change tout simplement. Et je pense que c'est plus un changement de braquet qui est dû en fait aux événements purs et simples, au fait que tu dises je perds 60 à 100 millions tous les ans. Et cette manière de faire là, avec des gros salaires, avec des joueurs trentenaires, c'est mauvais. Peut-être aussi que tu t'es dit ah oui, ok. Donc maintenant, il faut acheter des jeunes parce que en fait, c'est ce que tout le foot européen fait. Et, que tu te dis, on va réussir à aller en Ligue des Champions avec des jeunes. En fait, que tous les ans, on va réussir à aller en Ligue des Champions et qu'on va avoir un modèle vertueux et que ça va bien se passer et que dans notre centre de formation, de toute manière, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu, c'est un peu, tu vois, le doigt mouillé, quoi. C'est tu te dis, ça va fonctionner. Parce qu'après, l'autre manière de voir ça, c'est-à-dire que tu prends Balerdi et Gay, qui sont deux gros espoirs du foot français, pour 0 € cette année. Et même si tu payes les 12 millions d'euros d'options d'achat l'an prochain, et que les deux réussissent dans ton club, tu peux te dire, ah bah ce sera deux valeurs marchandes qui vaudront peut-être, si ils explosent 60 millions d'euros, et que les deux, tu les as eus pour 12 millions d'euros, tu vois. Et en fait, ça, c'est la Ouais, logique mais du football moderne. genre, je vais te paraphraser parce que effectivement, souvent tu le dis, et je suis complètement d'accord avec toi, tu l'as martelé, que Jacques-Henri Hérault ne voulait pas entendre du trading, il nous l'a dit répété effectivement dans les conférences de presse, et effectivement, moi je l'avais noté aussi. Donc là, effectivement, comme ils ont fait des erreurs monumentales et ils ont fait un trou abyssal, forcément, il est obligé de faire autrement. Mais forcément, il se contredit parce qu'il ne voulait pas du trading. En plus du trading à Marseille, on le sait très bien, ça ne peut pas marcher. Bon, à part deux, trois joueurs, bien sûr, ça peut passer, mais pas un trading à la Lilloise ou à la Monégasque. On sait qu'à Marseille, à la moindre passe ratée, au tir raté, ils vont se faire siffler. Quoi. Ça sera compliqué. Quoi. Et même des joueurs d'expérience déjà souffert à Marseille, quoi, comme Pires. Oui, mais c'est ça, en fait, moi, enfin, bon, bah, je suis d'accord, tu vois, Jacques Henriero qui dit vendre son joueur en fin d'année pour Epic, il est président de l'OM. Vous pouvez aller lire les articles, ça s'appelle L'autre mercato de JHE, et avec tous les politiques locaux, c'est-à-dire de gauche comme de Oui, droite, j'avais vu, oui, oui. et avec tous les industriels aussi. Mais je pense que c'était plus dans le but de favoriser la candidature de l'OM pour le parc Chano, pour certaines transactions immobilières, pour ce genre de choses. Je pense que c'était plus ça le but. Je pense qu'il a un deal avec McCourt, ce qu'on a pu comprendre qu'il avait, alors ce qui n'est pas tout à fait 5% d'actions, mais il y a 5% en fait sur la revente éventuelle du club. Et je pense qu'à quand il est arrivé, pareil, il devait avoir un deal sûrement financier. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans parce qu'on sait qu'on n'est pas dans le business, mais Non, mais ça, c'est un truc qui revient souvent et j'ai aucune. Enfin, moi, j'ai décortiqué tous les documents officiels depuis qu'ils sont là, du côté français. Il n'y a pas une trace de Jacques-Henri Hérault qui aurait des actions de d'accord. l'Olympique de Marseille ou des choses comme ça. Mais il existe le Delaware. Et donc là, le Delaware, c'est un paradis fiscal qui ne dit pas son nom, donc tu peux rien avoir. Donc si Jacques-Henri Hérault a des intérêts dans l'Olympique de Marseille, c'est au Delaware. Mais voilà, moi, j'ai pas de preuve de ça, quoi. Ok, on va juste terminer, parce que du coup, je vais devoir ramener mon fils. Juste une question, d'après toi, McCourt, il veut rester combien de temps? Enfin, avec les infos peut-être que tu as, quoi. Mais est-ce qu'il est vraiment là pour 2024 ou est-ce qu'il serait là ou pour un an et c'est quoi ça? Après, évidemment, ça dépend le chèque qu'on va lui faire, hein, c'est toujours pareil, mais bon, c'est Voilà, tout c'est ça ça, ça sûrement. dépend. Ça dépend du chèque, quoi, parce que sinon, vraiment, McCourt a toujours répété, enfin, par les canaux officiels, il répète toujours Officiel. on ne veut pas vendre.
Et vraiment, je le dis depuis un moment, quand Ineos, qui est Oui. Jim Radcliffe, vient pour l'OM, on me dit non, enfin, une fin de nous recevoir poli, tu vois, parce que quand même, on prend un peu au sérieux. Et donc, Mourad Boudjelal dit on était déjà venu une fois, t'as toqué à sa porte, il nous avait pas répondu. Là, ils sont venus une deuxième fois. Donc, vraiment, tu vois, les mecs disent on veut pas vendre. Après, ça, c'est le truc officiel. Donc, moi, j'ai rien d'autre de plus que ça. Je fais confiance à Romain Molina quand il dit que le club est officiellement en vente parce que c'est quelqu'un qui fait un travail intéressant. On peut lui reprocher plein de trucs. Hein. Je dis pas qu'il est, tu vois, même Bielsa, on peut lui reprocher plein de trucs. On peut reprocher plein de trucs à tout le monde. Ah oui, bien Mais non. j'ai plutôt tendance à faire confiance à Romain Molina quand il dit qu'il a une info là-dessus. Donc voilà. Après un moment où j'avais une théorie, il y avait beaucoup de PowerPoint de Jacques-Henri Hérault sur lesquels c'était écrit 2017-2022. Je me disais, est-ce que c'est jusqu'en 2022, tu vois, Ah oui, Coupe du 5 Monde au ans. Qatar, peut-être truc, machin, récupérer l'exploitation du stade Vélodrome, mais c'est une hypothèse complètement construite sur pas grand-chose, donc j'en ai aucune idée. Officiellement, il n'y a rien qui est en vente. Financièrement, le club va très mal. Et voilà quoi. Financièrement, le club va très mal. Et voilà quoi. C'est ce qu'on peut dire. Donc en fait, en effet, peut-être que et c'est beaucoup là-dessus le clan Ajroudi se base beaucoup là-dessus en se disant il va être obligé de vendre. À un moment financièrement ça va plus être tenable et donc à ce moment-là on va arriver, il n'aura pas le choix, il va prendre notre offre. Euh, donc ça peut peut-être arriver, voilà. Donc mais officiellement ils disent on ne vend pas. C'est tout ce que je peux dire. Ouais, ouais, mais sur l'avenir nous dira, on va pas faire les insiders. On n'est pas là pour ça, on fait Voilà, les infos. on va éviter. Oui, non, voilà, je supporte pas ça. Mais je te remercie, Mourad. J'avais plein d'autres questions, mais bon, on va arrêter là. Merci de ta disponibilité et de ta Pas de souci, sincérité. pas Et de bien, écoute, souci. À très bonne bientôt. continuation sur la chaîne. Je suis un téléspectateur attentif. Des Merci fois, beaucoup. j'envoie quelques questions. Des fois sur les journalistes. Voilà. C'est c'est Ryan qui gère ça, les questions. Ouais, non, je sais, mais j'ai déjà envoyé plusieurs fois. Ouais. Allez, je te remercie. À plus Ciao tard. Au Sébastien, à revoir. bientôt. Bonne À bientôt. continuation. Au revoir. Merci. Ciao.